Bonjour tout le monde, c'est Domcy, je suis en compagnie de Vincent Pellerin. Comment ça va, Vincent? Ça va super bien, toi. Très bien, merci. Pourquoi je suis ici aujourd'hui avec toi? C'est parce que tu es toxicomane, alcoolique, abstinent. Exactement, oui. Tu as décidé d'en parler. J'imagine que c'est pour essayer, entre guillemets, d'ouvrir les yeux à d'autres personnes ou essayer d'éclairer ou d'allumer des lumières des gens pour dire hey, ok, peut-être que j'ai un problème. Puis en voyant cet entretien-là, ça pourrait les aider. Ouais, ben en fait, tu sais, quand quelqu'un a un problème, tu sais, dans son fort intérieur, il le sait, mais ses actions ne sont pas congruentes avec ce qu'il pense puis avec ce qu'il est convaincu. Il y a beaucoup de gens qui, puis là c'était mon cas, c'est qu'à un moment donné, dans le gros du problème, dans le gros de la pente, il n'y a pas d'espoir qui est possible. On est dans ce qu'on appelle un cycle d'asphyxie tellement ancré, c'est-à-dire qu'on va consommer à cause d'un certain événement, mais l'événement devient la consommation, les conséquences d'une consommation extrême, où est-ce qu'on va vouloir puis souffrir finalement, puis voir les conséquences de notre consommation, puis ça devient ce cercle vicieux-là. C'est comme s'il n'y avait aucun espoir, aucune façon de s'en sortir. Il y a des gens aussi qui vont s'essayer plusieurs fois à arrêter de consommer, puis aller chercher de l'aide, puis ça fonctionne pas. Il y en a qui vont aller en thérapie, puis ils vont rechuter après. Et là, ils vont se décourager parce qu'ils vont se dire, ben là, ça a donné quoi d'aller en thérapie? Là? Ça n'a pas de sens. Il y en a qui se relèvent, puis à chaque fois que quelqu'un se relève et qui replante, c'est plus difficile. Parce que quand quelqu'un se replante, il reprend le problème où ce qu'il l'a laissé. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont pas qui ont lâché prise, c'est qu'ils ont temporairement abandonné l'espoir de se sortir de ça. Suite à la pandémie, en fait, la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui ont développé un problème de consommation qui était latent, je dirais, parce que personne va naître toxicomane ou alcoolique, mais il y a certaines personnes qui peuvent avoir une tendance vers ça. C'est pas tout le monde qui va se rendre à habiter dans la rue, à juste chercher sa dose puis commettre de la criminalité. Là, et ça peut aller à différents niveaux où est-ce que quelqu'un va perdre sa famille, ou sa famille ne voudra plus être avec quelqu'un qui consomme tout le temps, puis qui est toujours sous l'effet de la substance, donc qui n'est pas parlable. Donc on parle des enfants, le conjoint, le père, la mère pour les personnes qui sont plus jeunes, ou même plus vieilles. Et c'est un problème qui est existant, qui est là, puis qui est tabou, et il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. D'ailleurs, merci beaucoup de m'accorder cet entretien-là. Si ça peut aider des gens, moi, tant mieux, je suis vraiment content, puis sûrement que toi aussi. Oui, absolument, c'est sûr. On va mettre les choses en contexte. Oui. T'es musicien de formation, saxophoniste. Oui. Ça a commencé quand, ces cours-là? C'était-tu début vingtaine? Ah, écoute, j'ai toujours voulu jouer du sax là, depuis l'âge de 6 ou 7 ans. Je sais pas pour quelle raison. Là, C'est quelque chose qui t'attirait? Oui, mais mes parents nous ont inscrits à des cours de musique avant même le primaire. On a eu tous des cours de flûte à bec, hein? C'était bien le fun. Mes parents nous avaient inscrits à des cours de musique avant. Mon frère Alexandre jouait du piano, mon frère Étienne c'est du violon, moi c'était la flûte à bec. Et éventuellement la flûte traversière, parce que je voulais jouer du saxo, mais c'était beaucoup trop gros pour le petit bout que j'étais à 7 ans. Fait que mes parents m'ont encouragé là-dedans, jusqu'à temps que j'arrive au secondaire, en secondaire 2, parce qu'on avait le droit de... Option musique ou art plastique. C'est ça. Secondaire 1, on n'avait pas le droit de jouer du sax, par exemple, à mon grand dame. Mais après ça, de secondaire 2, on pouvait jouer du saxo, puis là, ça a été... c'est ça. Donc, tu as suivi ta formation, c'est le cours au cégep, c'est quoi? Au cégep, c'est concentration de musique. Musique, OK. Mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai fait le conservatoire en secondaire 5, puis tout au long de mon secondaire, j'avais deux profs extraordinaires, Carole Paquin puis Jérôme Néron,
qui eux autres étaient très passionnés, puis qui, on faisait du big band, puis c'était des gens très dévoués dans leur fonction de professeurs de musique, qui nous faisaient aimer la musique, et non pas juste lire des notes, mais jouer vraiment de la musique. Donc, Vincent, saxophoniste, veut pas, ça amène à travailler, t'as des gigs dans les bars, dans, exemple, les mariages, des trucs, des fêtes. Le déclenchement de ta consommation, est-ce que ça part vraiment de là, de tes gigs? Absolument pas. Non, OK. Non. C'est ça. Non, ben c'est parfait, on peut... Mais c'est ça, oui, c'est un milieu où est-ce que le monde sont sur le party tout le temps. Sauf que moi, en tant que musicien professionnel, j'anime le party. Puis souvent, évidemment, je vais faire le party avec... Je faisais le party avec eux autres beaucoup. Puis c'est toujours le fun pour les personnes qui sont sur le party de voir quelqu'un sur scène faire le party. Et puis il peut y avoir un débordement où est-ce que le professionnalisme prend le bord. Là, ce qu'on a à faire sur scène, là, c'est le comportement est moins professionnel, effectivement. Mais le déclencheur de la consommation d'alcool normal, quand c'est normal, il n'y a pas vraiment un problème, mais quand on parle d'abus, puis quand on parle des consommer pour certaines raisons, sans même le savoir, c'est-à-dire essayer de geler une émotion, essayer de peut-être d'avoir un sentiment d'appartenance en quelque part, ça date vraiment fin secondaire. OK, ça remonte quand même à loin. Oui, puis tu sais, quand on parle de problème de consommation, c'est qu'on consomme tous quelque chose. Tu sais, je veux dire, on consomme de l'eau. Tu sais, si quelqu'un qui va avoir un problème de consommation d'eau, peut-être c'est exagérant d'avoir des problèmes de rein, là, mais quand on parle de problème de dépendance ou de problème de consommation, c'est pas comme être dépendant de quelque chose ou consommer quelque chose. Tu sais, il y a une distinction à faire entre les deux. Mais c'est... La première fois, quand j'étais au secondaire, moi, il n'était pas question que je fume, il n'était pas question que je prenne de la drogue, ni que je prenne des brosses, alors qu'il y a beaucoup de mes amis qui faisaient des parties. Puis ça c'est jusqu'en secondaire 5, j'avais jamais touché à rien, tu sais. Ce qui a fait que dès la première fois que j'ai consommé de l'alcool pour avoir un effet, où est-ce que j'ai eu vraiment un effet, puis que ça a été comme, ouais, ça j'aime ça, ça a été après... plusieurs années, on parle du primaire et du secondaire, de me sentir à part des autres, rejeté. J'ai toujours été extrêmement exubérant, tu sais. Je confirme. Très... Donc, tu sais, je devenais facilement un bouc émissaire ou, tu sais, une cible très, très, très facile parce que je parlais beaucoup puis j'attirais l'attention, tu sais. J'en ai fait un métier, mais... à un moment donné, ça fait rejeter tout le temps. J'étais capable de passer au travers de bien des rejets, puis de bien du dénigrement, en me disant, de me faire dire que j'étais bon à rien, puis que me faire critiquer tout le temps. Jusqu'au jour où, je dis avec, jusqu'au jour où je me mette à croire que c'est vrai. T'sais. OK. Mais ça, je ne savais pas, ça. Je l'ai su quand ça l'a arrêté, quand j'ai pu avoir un break. Puis le premier break que j'ai eu de cette espèce de manque de confiance en moi, puis ma très faible estime de moi, qui était due aux éléments extérieurs, j'ai réalisé que ça existait quand ça l'a arrêté à ma première brosse. Mais ça, sur le coup, consciemment, je pouvais pas savoir que c'était ça, là. J'étais loin d'être rendu là dans mon cheminement, puis mon travail personnel, puis ma croissance personnelle. Mais avec le recul, c'est exactement ce qui est arrivé. T'sais. C'est que je pouvais me faire... quelqu'un peut me laisser tomber, quelqu'un peut me critiquer, quelqu'un peut me juger, sauf que... ou carrément pas tenir ses promesses, alors que l'alcool, elle tient toujours ses promesses. L'alcool, elle me laissera jamais tomber. Là, je parle au présent, mais c'est dans le passé. Oh, ben oui. Mais, je suis sûr que si je prends 4-5 bières, là, je suis certain que je vais avoir cet effet-là. Garanti sur facture. Je suis certain que je vais arrêter de me sentir comme de la merde. Je vais arrêter de me sentir comme le dernier des imbéciles. Là, comme bon à rien. C'est ça. Inutile.
excusez-moi l'expression, là, mais c'est quand vraiment que ça a commencé à chirer? À chirer? Ah, mon Dieu, je dirais... Hey, c'est une bonne question, ça. Vraiment à chirer, là, en 1997. OK. Puis le déclencheur de ça? Le déclencheur de ça, c'est, encore une fois, c'est une accumulation, parce qu'il y a eu l'alcool, là, il y a eu ensuite, j'ai essayé d'autres drogues au cégep quand j'étais en musique, donc des drogues qui stimulent, là je ne mentionnerai pas, parce que je veux pas que tu te fasses démonétiser. Aucun problème, c'est ton entretien, tu peux dire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais pendant un été, j'avais fait certains stimulants combinés avec l'alcool peut-être une dizaine de fois, puis après ça a fait ok, là c'est assez, là, je veux m'en aller en musique, je veux partir de Trois-Rivières puis aller au Cégep Saint-Laurent à Montréal. Mais mes parents n'étaient pas certains s'ils allaient payer mes études, puis là j'ai voulu vraiment me prendre en main, puis ça a fonctionné. Fait que j'ai arrêté, ça a été correct pendant un bon bout. Quand je suis arrivé à Montréal, je voulais être le meilleur. Je pratiquais jusqu'à 12 heures par jour. J'écrivais beaucoup, j'étais dans un cours d'arrangement. C'était important de m'accomplir. Puis de me dépasser aussi. Puis, à un moment donné, il est arrivé les premières jobs que j'ai eues où est-ce que j'ai réalisé que j'allais faire de la musique de merde. Puis que je te payais pour. Qu'est-ce que tu veux dire par En fait, c'est un client en particulier qui avait beaucoup d'argent avec absolument aucun talent. J'étais pas fier de ce que je faisais. Puis c'était de l'argent qui était très, très, très facile. Là, il n'y avait plus d'effort, de dépassement qui était fait pour avoir un certain résultat. Puis si je suis quelqu'un qui, je sais pas si tu as remarqué, j'étais un petit peu intense des fois. Je confirme encore une fois. Ouais, c'est ça. Fait que, il y avait... il manquait une intensité, puis il manquait un dépassement personnel, tu sais. Fait que c'est de l'argent facile à faire, sauf que tu t'emmerdais quelque part à faire ça. Là. Oui, puis en sachant très bien que tout l'effort que j'allais faire sur ce projet-là, je pourrais pas l'utiliser pour me promouvoir, pour trouver d'autres jobs. Tout ce que ça allait faire, c'est l'argent allait rentrer. Et là, ce qui est arrivé, c'est que mon estime de moi est descendu, ma confiance en moi aussi. Là, je voyais des personnes autour de moi qui avaient étudié, qui commençaient à avoir des jobs bien intéressantes, mais pas moi. Puis là, j'avais de la misère à m'aimer, tu sais. J'avais de la misère à dire non aussi, puis à prendre des bonnes décisions en disant je prendrai pas ce contrat-là, ça va me demander trop de temps, mais je vais me concentrer sur ce que j'aime faire, puis sur ce que je fais de mieux, plutôt qu'accepter n'importe quoi tout le temps sans me poser de questions, juste parce que je vais pouvoir dire que je gagne ma vie avec la musique, ce qui est pas facile. Tout le monde part de rien, mais à un moment donné, il y a un break qui arrive, puis il y a quelqu'un qui a un certain talent, puis c'est super encourageant de pratiquer, puis de monter de nouvelles affaires, puis quand il y a le challenge qui va en conséquence. Mais aller dans une autre direction, j'acceptais tous les jobs qui rentraient, tout le temps, en m'oubliant complètement. Je voulais juste mettre les chances de mon bord pour pouvoir avoir le plus de contacts possible. Et ça, c'était une mauvaise décision parce que ce que ça l'a provoqué, c'est que je me faisais connaître dans des jobs qui étaient pas très, très, très hot, là, tu sais. Donc, je me faisais rappeler pour des jobs qui étaient pas hot aussi. Fait que je me suis comme embourbé dans une espèce de réseau de contacts qui était pas idéal. Fait qu'il y a eu, fait que c'est en 97 que là, il y a eu un mois où est-ce que ça a vraiment chiré, où est-ce que j'ai passé l'argent que j'avais fait l'été, là, en m'isolant complètement, puis je sais pas, ça allait pas, jusqu'à temps que je me réveille, puis je décide encore une fois de me prendre en main. C'est là que j'avais découvert les groupes anonymes qui aident les gens aux prises avec des problèmes de dépendance. J'ai fait ça pendant quelques semaines. Et là, j'ai décroché mon premier contrat sur les bateaux de croisière. OK, pour un contrat intéressant versus ce que tu avais avant. Là. Ouais. Sauf que là, il n'y avait plus de stupéfiants. Par contre, il y avait l'alcool qui était encore là. Puis là aussi, toutes les raisons sont bonnes pour consommer. Fait que là, c'était le party tout le temps. Là, j'avais quoi, 20 quelques.
Puis, c'est ça, un peu trop tête folle. Puis j'ai comme fait le party tout le temps. Là, bon, ça a quand même bien été le contrat, c'était bien le fun. Mais encore une fois, c'était pas le gros dépensement. Là, j'étais dans un lounge act, qu'on appelle. Là. C'est comme la musique lounge. Là. C'était pas le gros théâtre, c'était pas mon show à moi, c'était les tunes, encore une fois, les tunes des autres. Puis la job de musicien que comme ben du monde est capable de faire. Là, quand tu sors d'une thérapie, quand tu vas voir les AA, puis que par après, tu replonges, est-ce que ça te reste en tête? Est-ce que tu fais, hey, je suis sorti de là, ça allait bien, puis je suis retombé, ou tu fais fi de ça, puis ça n'existe pas? Ah non, regarde, c'est sûr, ça affecte énormément l'estime de soi parce que c'est un échec. C'est un échec d'avoir flanché, puis le réflexe, c'est de se taper sa tête. Puis quand on se tape sa tête, ben, ce qu'on fait pour arrêter de souffrir quand on se tape sa tête, on consomme. Là, ça finit pas. Là. Fait que c'est une roue sans fin. Ouais, c'est ça. Je vais juste fast-forwarder un petit peu là, pour qu'on rentre dans le gras. Finalement, après 2 contrats de bateau, je rencontre quelqu'un puis on monte un numéro ensemble. C'est une contorsionniste qui était une ex-ballerine qui avait fait le Cirque du Soleil, le Cirque Éloise, le Grand Ballet canadien, quelqu'un qui était une grande artiste, là, ben honnêtement. Et on a monté un numéro ensemble, qui était unique au monde, qu'on a été capable de rouler pendant une dizaine d'années. Wow, OK. C'était quand même, c'était assez incroyable. C'était un numéro qui me demandait justement un dépassement avec des choses que j'avais jamais faites. Donc, je devenais un partenaire physique dans un pas de 2 qu'on appelle, parce que je jouais du saxophone à une main puis des portées acrobatiques de l'autre. Le numéro, en fait, oui, là j'avais un challenge, il n'y avait plus de consommation là, de stupéfiants pantoute. Il y avait un peu d'alcool des fois, mais rien de... je l'échappais peut-être une fois par année, peut-être. Là. Ou est-ce que là c'était problématique, mais sinon c'était comme régulier. Il y avait comme une espèce de balance. Là. Le problème, c'est que cette relation-là, c'était de la dépendance affective. C'était basé sur la dépendance affective carrément. Fait que ça a très mal fini. Là. On a le numéro, puis la relation aussi, parce que c'est une relation aussi intime. C'est terminé dans le milieu d'un contrat à Hong Kong, où est-ce que, là, je passe les détails, j'ai mis fin à la relation pour un paquet de raisons. Parce que j'étais plus capable. Et là, j'ai réalisé que pendant... mettons la moitié, peut-être pendant 5 ans sur les 10 ans que j'étais avec cette personne-là, c'est que, à une minute, là, c'est une relation qui était basée sur le contrôle. Où est-ce que j'avais pas à me poser de questions, j'avais pas à être responsable, avoir des responsabilités personnelles pour d'épanouissement, ou bien, j'étais comme dans cette relation-là, puis il n'y avait rien d'autre qui existait autour. Là. OK. J'avais mis des amis de côté, j'avais mis des jobs de côté, des spectacles que je devais faire, pour me concentrer uniquement sur un numéro qui, malheureusement, même s'il était unique au monde, n'a jamais marché. Là. Ça n'a jamais marché à mon goût. Faire un corpo par mois, pour moi, c'est pas travailler ça. Là. Même si le numéro était vraiment ça coche, puis il fallait s'entraîner 5 jours semaine pour vraiment juste garder le minimum. Donc c'était jamais assez. Là. Fait que, bon, c'est pas à cause de ça que la relation s'est terminée, mais c'était quelque chose que j'avais mis énormément de temps. Fait que quand j'ai décidé de mettre fin à la relation, j'en avais assez, puis je laissais tomber tout ça. Puis je me suis retrouvé comme un loose cannon. Non, ouais, tu fais your own canon way. loose. Et c'est ça. Mais là, avec le recul, puis là, tu sais, je peux l'analyser aujourd'hui, c'est que j'étais dans une relation de dépendance affective. Puis ça a été un transfert de substance entre cette dépendance affective-là, puis la consommation de substances avant.
Puis là, maintenant que j'avais plus cette dépendance affective-là, le transfert de substance a été fait, il est retourné au stupéfiant, mais de façon encore pire. Ça s'est passé à peu près en 2010. Il y a eu un transfert de blonde aussi, parce que... en tout cas. Et c'est là que j'ai essayé pour la première fois d'autres types de substances qui me faisaient sentir encore mieux. Là. Où est-ce que l'espèce de petite voix qui... à l'intérieur qui me disait que j'étais bon à rien, était pas juste moins forte, était muette complètement. OK. Donc là, ça c'est... La substance que j'ai essayée, c'était en Inde, et c'était l'héroïne. Ouais, ça pardonne pas, en fait. C'est qu'il y a des personnes qui peuvent... quelqu'un qui va recevoir de la morphine, mettons, parce que la personne a mal physiquement, c'est que ça agit sur les neurorécepteurs, puis là, t'arrêtes d'avoir mal. Mais ça, c'est physique. Il y a des personnes qui vont se ramasser à être dépendants physiques de la morphine après un traitement et qu'il va falloir qu'ils diminuent tranquillement, sinon il y a des effets de sevrage. Quand tu n'as pas mal physiquement et que tu prends un opiacé, tu peux avoir mal ailleurs puis que ça fonctionne très très bien quand même. Tu sais, je veux juste dire, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un qui va consommer ce genre de substance-là pour décider avec tout ce qu'on sait des conséquences de ça. Je sais pas s'il y en a qui ont écouté Trainspotting ou Requiem for a Dream ou c'est toutes Basketball Diary. T'sais, c'est pas comme si tu le sais pas là, que les dangers de ça. Ça prend un homme en peine puis qui est en train de souffrir en Christie pour décider d'ouvrir cette porte-là. Là. Puis le problème, c'est que ça fonctionne. Mais les raisons pour lesquelles quelqu'un va ouvrir cette porte-là sont multiples. Là, ça peut être la perte d'un être cher, mais ça peut être aussi un mal-être que quelqu'un garde depuis des années. Puis ça, c'était mon cas à moi. T'sais. Il y a plusieurs personnes qui rentrent là-dedans pour un paquet de raisons. Il y en a qui c'est des chocs post-traumatiques. Il y a une raison pour laquelle quelqu'un consomme au début. Là, on est loin de faire le party. Là, okay? C'est quelqu'un... Il y a beaucoup de gens qui pensent que quelqu'un va consommer, va être dépendant, soit de l'héroïne, du crack ou d'autres substances qui sont hardcore, parce qu'ils sont pas capables d'arrêter de faire le party. Ça fait longtemps que le party est fini quand tu te retrouves dans la rue à chercher ta dose. Là. C'est pas juste une dépendance physique non plus. Là. La dépendance psychologique est très forte. Puis, il y a une raison pourquoi quelqu'un va consommer, mais cette raison-là, la plupart du temps, puis là, je ne veux pas parler pour les autres, mais pour moi, je l'avais oublié, ou je n'avais même pas identifié qu'elle existait. Là. Le problème, c'est qu'à un moment donné, la dépendance devient très forte. La dépendance physique s'installe. Et puis là, c'est pour être capable de fonctionner, ça en prend chaque jour. Et là, tu touches le fond du baril, c'est pas long, j'imagine. Ça a pris 1 an et demi. Quand même. Fait que tout ce que j'avais accumulé au travers des années, les synthétiseurs, j'ai tout perdu, au complet. OK, t'as tout vendu pour pouvoir t'acheter. Exactement, y compris mon saxophone qui là était au pawn shop. Là. OK. Ouais. Ça fait faire des niaiseries en esti, ça, là. Il n'y avait pas juste mon sax qui était au pawn shop, il y avait le sax d'un de mes chums qui m'avait prêté pour que je puisse faire une job. Là. Ça, c'est tous ces comportements-là, j'ai été capable de réparer ça. T'sais, cette personne-là a récupéré son saxo, mais son saxo était au pawn shop pareil. Là. T'sais, on parle de Charlie Parker sans le playing, juste avec les conséquences de la consommation. Non, ça a été terrible. Là. J'ai habité dans la rue du mois de 15 février au 6 mai 2013. C'est pas les meilleurs mois hein, pour aller à l'extérieur? Non, effectivement. C'est parce que là, à un moment donné, les comportements inacceptables viennent que mon coloc m'a carrément mis dehors, puis il y a eu raison de le faire. Là. Mais, je me ramasse dans la rue, puis j'ai plus rien. Là. Tout ce que j'ai, c'est des redevances de droits d'auteur qui rentrent, qui me maintiennent en vie, mais pour continuer à consommer. Là. C'était pas le meilleur temps. Là.
Donc, on était rendu au Vincent. On était rendu à... J'ai sauté beaucoup de détails de la fameuse descente. Là, on va parler de la remontée, qui est pas toujours évidente. Là. C'est plus ça le gras, là, en fait le gros du sujet, parce que c'est donner espoir que c'est possible de s'en sortir, même si on part de très très loin jusqu'à ce que quelqu'un habite dans la rue et continuer à être dans le problème quand même. Et que c'est pas négatif, j'imagine, parce que j'ai pas vécu ça, que ça arrive, tu fasses une thérapie, tu tombes. Tu fasses une thérapie, tu tombes. Ouais, en fait, pour faire une longue histoire courte, on en parle un peu en pré-entrevue, c'est que, je pense que j'en ai parlé, c'est que le transfert de substances est extrêmement fréquent, tout dépendant, tu sais, en fait pas juste tout dépendant, que ce soit n'importe quelle substance, faire un transfert de substance, passer de dépendance affective avec un stupéfiant, ou bien de stupéfiant à l'alcool, ou de l'alcool au sexe extrême, là, ou... Bon, ok, il y en a qui se plaignent pas, là, mais tu comprends ce que je veux dire, quelque chose de démesuré. Je sais pas ce qu'il veut dire, je suis pas au courant. Quelque chose tout ce qui est la démesure, en fait, ça fait juste mettre en lumière que le problème initial, le problème de base, n'est pas tout à fait réglé, parce que tu as toujours un besoin de compensation ou de transfert, parce qu'il y a quelque chose de profond qui n'a pas été compris ou qui n'a pas été réglé. Ça prend plus de temps. L'affaire, c'est que dans certains transferts de substances, surtout dans le cas de dépendance affective qui est comme légère, c'est moins socialement inacceptable que quelqu'un qui va consommer des stupéfiants puis qui va commettre des actes criminels pour pouvoir consommer. Là. Fait que, tu sais, c'est normal, c'est fréquent, puis c'est très, très, très minimisé. Là. Mais le rétablissement de quelqu'un qui a un problème de dépendance, c'est long. Là. Ça se fait pas tout seul. Puis ça demande des efforts. Et c'est pas garanti que les principes qu'on apprend en thérapie vont être comprises du premier coup. Là. Puis des fois, ils peuvent être comprises, puis ça veut pas dire qu'ils vont être mis en pratique. Des fois, ils peuvent être comprises, mis en pratique, puis ça revienne pareil. C'est comme un muscle qu'il faut entretenir, puis des fois, on change, on évolue, on grandit, on vit d'autres choses, on vit des émotions quand même. Ça peut revenir n'importe quand. Là. C'est pas comme... Il faut éviter de vivre plutôt... d'éviter de vivre comme avec un épée de Damoclès sur la tête. C'est d'être conscient qu'il y a un problème qui est omniprésent et être capable, non pas de le guérir, mais de le gérer. C'est comme quelqu'un qui est diabétique. Je veux dire, ça se gère, le diabète. Mais je veux dire, tu t'en débarrasses pas vraiment, là. Ça se gère, mais ça se guérit pas. Oui, exactement. Il y en a beaucoup qui font le parallèle entre les problèmes de consommation, les toxicomanes et alcooliques, avec le diabète pour expliquer, regarde, je suis malade, je peux plus en prendre. Ça, c'est facile à dire. Mais le conceptualiser, c'est un autre paire de manches. Là. Moi, dans mon cas, je peux dire avec certitude que ça m'a pris 10 ans avant de vraiment comprendre puis d'être convaincu que je peux plus consommer, mais surtout que je ne veux plus consommer. Là, je suis rendu à un point où est-ce que j'ai beaucoup plus de bénéfices à rester abstinent. Comme je t'expliquais tantôt, ça me demanderait plus d'efforts de recommencer à consommer, quelle que soit la situation. Là. Mais ça, c'est un travail qui est très long. Fait que, gamin, en 10 ans, j'ai fait 9 thérapies. Ça veut dire que je me suis pété à gueule 8 fois. Je me suis planté, j'ai chuté, j'ai rechuté 8 fois. Puis je disais avant que c'est extrêmement difficile de faire une thérapie. Et quand quelqu'un est en thérapie, ben, il est dans un confort incroyable parce qu'il il est pas à l'extérieur dans la vie normale. Un environnement contrôlé. Hein? Ouais, c'est ça. Hermétique.
c'est super facile de pas consommer en thérapie, là. Le problème, c'est à l'extérieur, quand il faut que ça continue. Ou est-ce que c'est important que je restais convaincu que c'est la meilleure chose pour moi. Mais ça aussi, c'est facile à dire, c'est pas facile à mettre en pratique. Fait que, tu sais, 9 thérapies, donc 8 rechutes. Juste pour les gens à la maison, la pire affaire que quelqu'un peut dire, c'est « il est temps que tu comprennes ». Parce que ça, ça serait... Je comprends qu'est-ce que la personne veut dire, mais lui, elle sait pas de quoi elle parle. Qu'est-ce que ça veut dire 9 thérapies puis 8 rechutes? Attends une minute, ça veut dire que si tu as, entre guillemets, tombé 8 fois, tu t'es relevé aussi 8 fois. C'est ça. Puis c'est plus difficile à chaque fois, là. Parce qu'à un moment donné, là, c'est décourageant, là. Hey, la première longue thérapie que j'ai faite, c'était en 2013. Puis ça a duré 5 mois, là. J'ai été 1 an sans consommer. Mais il y a eu transfert de substances dans cette année-là. Et puis je m'en étais pas rendu compte, là. Ça a causé beaucoup de problèmes. Jusqu'à temps que je revienne avec ma drogue de choix. Donc, il y a eu un protocole de méthadone qui m'a été proposé, qui est un médicament de substitution, qui fait que, bon, ça coupe l'envie de consommer des stupéfiants pendant la période où on est sur le protocole. Mais il faut instaurer ce protocole-là, fait qu'il faut arriver avec un bon dosage, et ça, c'est différent de personne en personne. Fait que ça prend des gens qui supervisent de très très près pour être certain qu'il n'y ait pas d'abus là-dessus, puis que ce soit suffisant pour pas que la personne rechute. C'est un peu complexe. J'ai été là-dessus pendant 5 ans, en fait. Quand même. Mais c'est ça, pendant ces 5 ans-là, j'ai rechuté quand même. Fait que même avec un protocole de méthadone, je rechutais quand même. Même si ça a un effet dissuasif. Donc là, il y a des choses que je n'avais pas encore compris. Fait que j'ai refait une deuxième thérapie. En fait, j'étais rendu à 4e, 5e, 6e, 7e. Finalement, j'ai été 4 ans sans rien consommer. Là. Ça a bien été, mais il y avait toujours l'alcool qui était là. OK. Il y avait toujours l'espèce de béquille, il y avait toujours cette substance-là où est-ce que j'exagérais une fois de temps en temps. Il y a quelque chose que je n'avais pas compris encore. Puis pourtant, la thérapie de 5 mois a été très significative. Puis ce que j'ai appris là était là quand même. Mais il y avait encore un déclic qui n'avait pas été fait. Quand la pandémie est arrivée, là, ça a mal été. Là, il y a eu une rechute sur l'abus de l'alcool. Où est-ce que je me suis isolé énormément. Où est-ce que je me sentais plus accompli pantoute. Je sais pas si tu connais les 5 besoins fondamentaux qu'on a, la pyramide de Maslow. Vas-y, explique. Bon, regarde, il y a plusieurs façons de l'expliquer. Moi, la façon dont je l'ai appris comme de 2 façons. Je vais l'expliquer avec celle que je me rappelle le mieux. C'est APPLS, appartenance, pouvoir, plaisir, liberté, survie. Ça, c'est 5 besoins fondamentaux qu'on essaie de garder en équilibre le plus possible dans notre vie pour être équilibré puis pour se sentir quand même bien. Bon, le besoin de survie. Le besoin de survie, c'est avoir un toit, c'est manger, c'est les besoins de base. Mm-hmm. À l'intérieur de ça, il y a un besoin de se sentir en sécurité. Le besoin d'appartenance, appartenir à un groupe. Mettons, je suis un musicien, j'appartiens pas à un groupe de musique, mais tu sais, à la catégorie musicien, tu sais. Besoin de pouvoir, besoin d'accomplissement, tu sais. Quand je suis sur scène, j'ai un pouvoir sur les autres, tu sais, je les rends heureux, tu sais, je me sens bien. C'est comme n'importe quelle personne qui a un travail quelconque. Besoin de réalisation dans cette catégorie-là. Besoin de plaisir de prendre un break. Quand la pandémie est arrivée, là, et là, je suis pas tout seul là-dedans. Là, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans la consommation. Et la raison pour laquelle il y a des personnes qui sont rentrées dans la consommation, c'est que les besoins fondamentaux étaient en déséquilibre. Là, on nous enlève une forme de liberté.
Mais on enlève une forme de liberté pour pouvoir sauver du monde. Je veux dire, c'est comme, il y a un virus qui est dangereux, que tu y crois ou pas, c'était ça, c'était la situation, là. Il fallait faire quelque chose, puis il fallait prendre des dispositions. Puis une des dispositions, c'est, mais là, tu vas avoir moins de liberté. Quand il y a eu, quand la centrale de Tchernobyl a explosé, là, je pense pas que quelqu'un s'est promené dans la rue tout nu avec des pancartes en disant liberté. Il y avait de la... Faudrait que je vérifie, là, mais je pense pas. Non, moi non plus, je pense pas. Il y avait de la radiation dans l'air. Tu veux dire, c'était grave, là. Mais on enlève la liberté à ces personnes-là quand même, là, tu sais. Fait que les besoins fondamentaux se retrouvent en déséquilibre quand même. Et on a tous été confrontés à la même chose, c'est qu'on a eu besoin de compenser à quelque part. La plupart ont compensé dans le plaisir. Écouter Netflix, puis tu sais, prendre un break, puis bon. Sauf que là, il n'y a pas juste le besoin de liberté là, qui a été mis en déséquilibre pendant la pandémie. Il y a le besoin de pouvoir. Le pouvoir qu'on a sur les autres. Le besoin d'appartenance, en fait. On va commencer par celui-là. Le besoin d'appartenance, c'est que je m'en vais plus travailler le matin, là. Là, je dis là, tu sais, moi, c'était le soir, là, mais Ouais. c'est plus là, là. La façon dont ça marche, les besoins fondamentaux dans la vie de quelqu'un, c'est comme un jeu de rôle. Tu sais, les role-playing sur ordinateur. Moi, dans mon temps, c'était Exodus, là, c'est des années 80. Je sais pas c'est quoi le jeu aujourd'hui, là, mais mettons, t'as 100 points, OK? Puis là, il faut que tu distribues tu sais, avec ton héros. Est-ce que tu as des points de magie, de force, de dextérité, là? Tu vois le genre de jeu, là? Bon, ouais. C'est la même affaire pour les besoins fondamentaux. T'as 100 points, puis là, t'essaies de les distribuer pour que ce soit quand même pas mal égal, là, tu sais. Là, le problème, c'est qu'il y a un maximum que tu peux avoir dans un besoin de liberté ou dans un besoin de plaisir ou d'appartenance ou de pouvoir, là. Si ça overflow, ça, ces points-là sont perdus, là. Tu récupères pas. S'il y en a un qui est complètement vide, normalement, ce qui est naturel, c'est de compenser avec un autre besoin. Fait qu'on dit que nos besoins fondamentaux sont en déséquilibre. C'est ce qui est arrivé à plein de monde. Fait qu'il y en a qui ont compensé avec un besoin de plaisir ou, ben, tu sais, quelqu'un qui se lève plus, qui a plus de raison de se lever le matin, ça sent plus accompli dans la vie, tu sais. Fait que son estime de soi descend, puis sa confiance en soi aussi veut pas, là, tu sais. Sa confiance en faire quelque chose dans la vie, puis même son besoin de survie peut être mis en péril parce que parmi le besoin de survie, le besoin de sécurité, puis on est-tu vraiment en sécurité ou on l'est pas, là? Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont compensé vers le plaisir ou vers d'autres raisons à cause des besoins fondamentaux en déséquilibre. Dont toi. Donc moi, oui. Parce que j'y allais avec ce que je connaissais de mieux, là. Puis avec ce qui était... J'étais dans ce qu'on appelle mon comportement efficace. T'sais. Quand quelqu'un a un problème de consommation, je veux dire, le party est fini. Ça fait longtemps quand il y a un problème de consommation. Donc le party est fini. Là, dans une problématique de consommation de toxicomanie ou de problème de consommation quel qu'il soit, la raison pourquoi quelqu'un consomme, c'est parce qu'il y a un gain à court terme. Sauf qu'il y a des inconvénients à moyen puis à long terme. Là, check bien, il faut faire bien attention. Là, je le mets dans un cadre de plus thérapeutique de rétablissement, là. Il y a une différence entre faire une balance décisionnelle pour avoir des motivations à arrêter de consommer de façon excessive. Tu pèses le pour, puis tu pèses le contre. Puis là, tu vois bien qu'il y a beaucoup plus de contre, fait que tu as une motivation d'arrêter de consommer. Ça, c'est une balance décisionnelle. Il y a un exercice que j'ai fait dans la dernière thérapie que j'ai faite, où est-ce que mon intervenante me demande je veux que tu trouves les avantages à court terme puis les inconvénients à moyen puis à long terme. Puis là, j'ai dit, OK, la balance décisionnelle, elle a dit, non. Je veux que tu trouves les avantages, les gains à court terme puis les inconvénients à moyen et à long terme. Là, en réfléchissant, j'ai fait, OK, un instant, là. Ce travail-là est bien plus important que faire juste une balance décisionnelle.
Et l'erreur que beaucoup de personnes, beaucoup de toxicomanes font, c'est de faire comme, mais là, je vais arrêter de consommer. OK, fine. Maintenant, je vais faire ma balance décisionnelle. Mais là, j'en ai pas d'avantage à court terme. Oh, Christ que oui. C'est plus important de trouver tes gains à court terme que les inconvénients. Parce que tu vas trouver pourquoi tu consommes. C'est quoi que ça t'apporte ou vraiment à court terme. Puis, tu sais, quand je parle de besoins fondamentaux, c'est que, ben là, mes besoins fondamentaux sont en déséquilibre, là. Tu sais, je consomme à court terme parce qu'il y a quelque chose qui est latent, puis aussi, ça rapporte aussi avec des traumatismes de jeunesse, puis des choses, je rentrerai pas là-dedans. Tu sais, je parle plus général. Fait qu'une fois que ce travail-là est fait, je veux dire, on n'est pas sorti du bois, là, mais ça peut être un début de réponse, puis un début de motivation, puis un début d'impact, où est-ce que, OK, je trouve pourquoi je consomme à court terme. Ah, OK, c'est pour arrêter de souffrir, puis avoir un break. Là. Avoir un break de la petite voix qui me dit que je suis bon à rien, puis que je vaux pas de la merde, puis que j'y arriverai pas, puis cette petite voix-là de je suis bon à rien, je vaux pas de la merde, puis j'y arriverai pas. Mais souvent, c'est parce que ça fait 8 thérapies que je fais, puis que j'y arrive pas. Ça devient comme un cercle vicieux. Mais, ta 9e thérapie fonctionnait. La 9e a fonctionné. Qu'est-ce qui a fait que c'était différent? C'était-tu les motivations? C'était-tu ton envie de réussir plus que les autres? Ben, en fait, là, je commence à vraiment être tanné. Moi, j'ai fait une 8e thérapie en 2021. J'ai rechuté 2 jours après être sorti. Puis c'est en 2021 que 2 jours après être sorti, je rechutais. Parce que 2021, j'y allais pour l'alcool. Tu sais, je trouvais que, regarde, là, c'était assez, là. Non, j'ai pas rechuté juste sur l'alcool. 2 jours après 4 ans d'abstinence de drogue dure, j'ai recommencé les drogues dures, là. C'était pas des opiacés, mais c'était autre chose. 2 jours après être sorti. Je sais pas si tu peux t'imaginer qu'est-ce que ça fait pour la confiance en soi et l'estime de soi, mais... c'est zéro. Tu n'as plus, là. Non, mais là, c'est comme... Christ. Puis, la thérapie que j'ai faite en 2021, là, tu sais, c'était un jour très intense parce que là, j'étais comme... Là, je suis vraiment décidé que je vais faire tout à la lettre. Puis là, j'écrivais chaque jour dans mon journal, puis j'ai fait tous les ateliers, puis tu sais, j'ai fait la révision, puis c'est comme, oui, je comprenais, puis j'étais vraiment très motivé. Puis là, je me suis dit quelque chose, c'est que c'est la dernière fois que je reviens ici. C'est ce qui est une erreur! Parce que on le souhaite jamais, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Ben, il y a ça, mais c'est parce que l'erreur, c'est de dire je reviendrai plus jamais ici. Ça fait que, tu sais, ça fait que si je rechute, là, si je retombe, là, j'ai pas de sauve-conduit, puis j'ai pas de porte de sortie, là. J'ai dit que je reviendrai plus jamais, là. Donc, un sentiment de honte qui s'installe. Ouais, ben en fait, ouais, c'est ça. Peut-être un manque d'humilité personnelle, mais c'est surtout une pression écœurante, là. C'est comme j'ai plus de porte de sortie, là. Ma 9e thérapie, j'ai fait qu'est-ce qui n'a pas marché dans les 8 autres. La première journée que je suis arrivé dans ma 9e thérapie, là, je suis arrivé magané raide, là. Puis avec un comportement qui était pas acceptable, là, mais tu sais, le lendemain, quand j'allais un peu mieux, là, je me suis assis avec mon intervenante, j'ai fait, là, je veux savoir ce qui a fucké dans 8 autres thérapies, là. Parce que la matière, je la connais. Parce que les concepts, j'y connais, parce que je commence à me connaître aussi, mais peut-être pas assez. Puis là, j'ai refait tous les exercices avec ça en tête. Puis là, au lieu d'écrire chaque jour pour dire que j'écris chaque jour, là, j'ai plus réfléchi chaque jour. Puis là, il y a bien les affaires que j'ai compris par rapport à moi qui faisaient que, Christy, OK, je me rappelais que dans certaines thérapies, je me donnais encore une porte de sortie ouverte pour consommer de l'alcool, là. Oh. En thérapie, là. Tu sais, comment c'est possible? Il y avait une peur, là. Je pouvais pas m'imaginer plus avoir d'alcool dans ma vie. Non, oui, parce que là, je voyais ça gros, puis là, j'étais pas sur le moment présent. Tu sais, il y en a qui parlent du moment présent des fois. T'étais pas dans ton cœur, Vincent. On va revenir sur ce cas-là.
Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé au peigne fin tous les moments où est-ce que j'ai pas été honnête envers moi-même, où est-ce que j'ai essayé de me vendre des idées à moi-même, puis où est-ce que je faisais pas, ce qu'on appelle une première étape, c'est accepter que, regarde, je n'ai pas le contrôle là-dessus, là. Tu sais, accepter que c'est pas entre mes mains, là. J'aurais pas le dessus sur l'alcool si j'en consomme, là. Tu sais, c'est lâcher prise pour vrai, puis m'avouer vaincu devant ça, c'est trop fort, là. C'est trop fort pour moi parce que mes gains à court terme, mes gains immédiats là-dessus font beaucoup trop de bien. Okay. Là, comment est-ce qu'on fait pour enlever ce gain-là? On le remplace par quoi, là? Ce gain-là qui fait que, OK, la petite voix où est-ce qu'on assume de moi est basse, puis ma confiance en moi est basse, puis où est-ce que je veux même pas me sentir moi-même, comment est-ce qu'on fait pour régler ça? Là, c'est s'aimer soi-même. C'est toute une étape, ça. Ça me fait rire en hostie quand il y en a qui disent, là, essayez d'être dans l'amour. Excuse-moi d'être... je suis désolé à tout le monde d'être raide comme ça, là. Mais est-ce que ces gens-là s'aiment eux-mêmes vraiment? J'ai pas l'impression, là, tu sais. Avec un certain type de comportement. Là, je vais bifurquer un petit peu... Non, c'est correct. Je bifurque un petit peu vers un problème de société qu'on a, tu sais, en ce moment, que je compare beaucoup plus à un problème de dépendance qu'un problème de dérive sectaire. Parce que c'est plus mon expertise, parce qu'avec faire 9 thérapies, c'est pas juste faire 9 thérapies par rapport à moi, c'est qu'on rencontre d'autres mondes, puis on a des interactions avec d'autres mondes, puis on connaît d'autres types de pathologies carrément, puis d'autres types de problématiques, puis d'autres types de souffrances qu'on n'a même pas idée qu'ils existent. Je te parlais des besoins fondamentaux pendant la pandémie, là. Je veux juste revenir là-dessus un petit peu. Il y a des gens qui, eux autres, ils n'ont pas pris une brosse, là, quand leurs besoins fondamentaux ont été en déséquilibre. C'est qu'ils ont pris les points qu'ils ont perdus dans la liberté et puis dans l'accomplissement, l'accomplissement, voyons, c'est bol. L'appartenance, liberté et appartenance. Ces points-là, ils les ont mis dans pouvoir. Le pouvoir qu'on peut avoir sur les autres et sur soi-même. Mais là, il y a eu un overflow, là. Le maximum, c'était 10, puis là, il était rendu à 20 puis 30. Ça, c'est un comportement qu'on voit souvent chez les toxicomanes qui deviennent abstinents. C'est beaucoup plus facile d'essayer de sauver les autres que de se sauver soi-même, mais quelqu'un qui va être avide de pouvoir avoir un impact sur les autres, mais que ça devienne péjoratif. T'sais, avoir un impact sur les autres parce que quelqu'un va arriver devant un groupe de personnes puis il va essayer de propager une bonne nouvelle ou essayer de les faire sentir mieux. Ça, c'est mon travail. Quand je joue du sax, là, j'essaie de divertir les gens pour qu'ils puissent prendre un break, quelles que soient les personnes. T'sais. Mais imagine quelqu'un qui n'est pas habitué avec ça et qui commence à dire bon mais regarde, moi je vais essayer d'aider les gens, puis tu sais ça peut être très 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 sincère en disant moi je vous garantis que le problème d'appartenance que vous avez, ben vous allez le retrouver avec moi parce que je suis un groupe, puis je vais vous inviter dans ce groupe là, puis ensemble là, au moins on va retrouver notre sentiment d'appartenance. C'est le problème de sentiment d'appartenance en carence, ben il est compensé par ce groupe là. Et ça s'est vu, autant des côtés des personnes qui sont étiquetées comme étant conspirationnistes ou revendicateurs de droits, mettons, que les personnes qui critiquaient les revendicateurs de droits. On a tous joint un groupe quelconque. Là, oh, ouais. On s'est tous identifiés à quelque chose. Fait que ça a été fait, mais aussi, quand ça déborde un peu, c'est que là, il y a un impact qu'il peut avoir où est-ce que, OK, là, je suis en train de faire un live, et puis là, je reçois beaucoup, beaucoup d'amour.
Je parle des likes, les petits cœurs, là. Oh, oui, oui. Comment est-ce que quelqu'un est capable de gérer ça, là, ce genre de choses-là? Est-ce que tu savais que dans des problèmes de dépendance, dans la cyberdépendance, l'effet au cerveau que ça a quand tu reçois un like, que ça stimule l'endorphine? Non, honnêtement, non, je savais pas. C'est des études de personnes qui savent de quoi ils parlent, qui ont étudié là-dedans, qui ont noté qu'il y avait un effet au cerveau quand que tu fais un post puis que tu reçois des likes. Il y a de l'endorphine. OK. Tu peux être... Sur un nuage juste parce que tu as eu 344 likes. Oui, quelle que soit la chose que tu dis. Là, check bien ça. Imagine que tu commences à dire quelque chose, puis là, tu reçois des likes. Est-ce que tu vas changer qu'est-ce que tu dis? Tu as un gain à court terme. Mm-hmm. Tu dis quelque chose, que ce soit vrai ou pas, que ce soit niaiseux ou quelque chose de vraiment intelligent. Là. Puis tu reçois 344 likes. Pourquoi tu changerais de discours? De peur d'être moins aimé. Ben, même pas. C'est comme si, regarde, ça a marché, pourquoi je le changerais? Ben, c'est en plein ça. Si tu changes ton discours, ben. Oui, c'est ça. Ça crée une dépendance, ça. Tu sais, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe dans certaines sphères, puis, tu sais, quand je te dis que on peut approcher le problème en disant que ça pourrait être un problème de dépendance, et non pas uniquement des personnes qui font des dérives sectaires. Je trouve ça... Je sais pas jusqu'à quel point on peut mettre des dérives sectaires à toutes les sauces, mais le problème de dépendance, lui, par contre, il est valide pour tout le monde, là. Il est valide pour les réseaux sociaux en général. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui se font prendre là-dedans. Fait que imagine aussi que, là, le problème, c'est que, est-ce qu'il y a vraiment 344 likes? Combien de faux comptes qu'il y a là-dedans? Mm-hmm. Quel genre d'informations tu vas, toi qui as des besoins fondamentaux en déséquilibre ou certains en carence, tu vas aller t'abreuver sur quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai ou pas, mais il va te faire sentir un petit peu moins tout seul parce que cette information-là va être comme « Ah, c'est ça que je pensais aussi ». Ça va te conforter dans le sentiment « Hey, ben, on est 344 à aimer la même chose, donc ça te fait comme un sentiment de gang aussi, là, quelque part. » Exactement. La question à se poser, est-ce que c'est anormal qu'il y ait des gens qui soient rentrés là-dedans? Pas en tout, c'est le contraire. C'est parfaitement normal. Par contre, plus le temps avance, à un moment donné, tu dis quelque chose qui est très populaire, comme on va renverser le gouvernement, tu sais, genre dehors le go, tu sais, qui a, excuse-moi, ça fait aucune chance de fonctionner, là. C'était comme impossible, mais étant donné que les médias mentent tout le temps, ben là, ok, c'est le fun que tu dises que les médias mentent tout le temps, parce que moi je suis d'accord avec ça, là, tu sais. Là, la personne reste là-dedans et se fait abreuver d'une croyance qui est fausse, quelque chose qui est complètement artificiel puis qui a aucune chance de fonctionner. Et là, ça fait garder un espoir, tu sais. Là, cet espoir-là fait que dans tes besoins fondamentaux, ça remplit certains, là. Tu as un espoir, fait que là, l'espoir, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça comble un besoin de sécurité, là. Les méchants gouvernements nous vendent tout le temps, mais le logo va être dehors, fait que de façon artificielle, puis de façon très éphémère, ton besoin de sécurité est comblé jusqu'à temps que l'effet soit plus là. Ça, c'est exactement comme quand tu te fais une shot, puis que l'effet est là, puis à un moment donné, l'effet se dissipe, puis il n'est plus là. Je sais que c'est un petit peu tiré par les cheveux comme parallèle, mais je le vois comme ça, tu sais, je vois qu'il peut y avoir une problématique à ce niveau-là, puis ça, c'est juste un des nombreux exemples pourquoi je compare l'adhésion à ces groupes-là avec un problème de dépendance, au niveau des conséquences aussi, tu sais. La conséquence de quelqu'un qui va consommer de façon exagérée, c'est, ben, à un moment donné, tu sais, ta conjointe, elle va être tannée, là, tu sais, elle va être tannée que tu reviennes tout le temps sur la brosse, peut-être tes enfants aussi, puis peut-être ta mère, puis peut-être ton père aussi. Là, tu apportes un point important. Ta conjointe. Oui!
as-tu fait partie du wake-up call? Définitivement, mais elle a été surtout... Plus que ça, là. Oui, mais elle a été extrêmement patiente, surtout. Elle m'a supporté énormément en 2021, dans ma première thérapie. Et puis, il y a des choses que ni moi ni elle, on savait, on était conscient de l'impact que ça allait avoir. C'est qu'elle m'a tellement aidé que moi, naturellement, je me suis déresponsabilisé. Puis ça a eu un effet nocebo. T'aimes ton conjoint, t'aimes ta conjointe. Fait que là, il est parti en thérapie. Je vais m'arranger pour faire le ménage de son appartement au complet, pour que quand il revienne, il se sente bien. Puis ça, naturellement, elle était parfaitement de bonne foi, comme des personnes qui veulent aider la population à se débarrasser de la dictature. Ils sont de bonne foi, puis j'en ai aucun doute. Mais l'effet, mais dans ce cas-ci, l'effet a été inverse, parce que je suis arrivé, puis moi j'avais prévu en thérapie là, de me responsabiliser, puis de tout laver un par un, ce qui est très thérapeutique, de faire le ménage de mon appartement, qui est dégueulasse. Là. On ne savait pas l'impact que ça allait avoir, puis moi non plus, puis elle non plus. Fait que en 2022, quand j'ai fait ma deuxième thérapie, là, ma blonde, elle était comme tannée, puis elle m'a vu dépérir, puis elle s'inquiétait beaucoup, puis je ne faisais pas subir mon état, mais moi je m'isolais, puis je donnais plus de nouvelles. Ça a été plus ma réaction. Fait que là, quand je suis revenu chez moi, après la thérapie, parce que quand je suis parti dans ma dernière thérapie, c'était comme, je suis parti en catastrophe, là. Ma vie était en danger. J'étais sur le point de fermer les lumières. Là. OK. Mais quand je suis revenu dans mon appart, puis tout était complètement sans dessus-dessous, puis les planchers étaient dégueulasses. Tout était dégueulasse. Là, ça m'a pris 4 jours, puis toute la journée, de faire le ménage de tous les petits raccoins de mon appart. Là, ça faisait le ménage de ma tête aussi. Là, mais veux pas, quand tu as procédé, on va dire ça comme ça, au grand ménage de ton appart, de quelle façon ça t'aidait? En fait, premièrement, c'est se concentrer juste sur une chose. Là, c'est vraiment le moment présent. Puis le moment présent qui, puis psychologiquement, tu es en train de laver quelque chose. Tasser le frigidaire puis nettoyer la poussière qui est en dessous. Là, c'est un peu symbolique avec toutes les petites choses que j'ai accumulées pendant des années, puis que j'avais pas compris, puis que j'avais laissé aller, puis que j'avais laissé s'accumuler. Là. Donc, quand tu focuses sur une tâche X, tu focuses pas sur soit les drogues, soit l'alcool, ou peu importe, vu que tu focuses là-dessus. Exactement. OK. Il y a aussi autre chose là, qui a aidé beaucoup quand je te dis que ma dernière thérapie, je l'ai faite pour être sûr de comprendre que c'est pas fait de correct dans les 8 autres. Pardon. Ça a été de faire un meeting de groupe anonyme d'entraide. Je suis sorti à 10h le matin, à midi, j'étais dans un meeting. Là, je me suis dit, là, c'est pas vrai que je vais sortir de thérapie, puis là, bon, tout est beau, thérapie est faite, là, on peut prendre un break. Non, il n'y a pas de break dans le rétablissement. Là. Je voulais continuer à garder un contact très, très proche avec d'autres personnes qui ont le même problème que moi. Puis qui savent de quoi ils parlent, puis qui ont de l'expérience, puis me sentir un petit peu moins seul, là, t'sais. Parce que, on va dire en affaires, là, être dépendant puis toxicomane, on se sent très, 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 très seul. Surtout quand on ne consomme pas. C'est un petit peu à l'écart de la société. Est-ce que tu y retournes encore à l'occasion? Oui, absolument. Oui, OK, good. Absolument. Là, ça fait quand même un moment, mais quand je suis sorti de thérapie, c'était 2 meetings par jour pendant 1 mois. Puis ensuite, ça a été 1 par jour pendant un bon 2 mois. Puis là c'est moins intense que ça, mais ma thérapie continue à l'extérieur quand même. Là c'est important, d'écouter les autres, d'écouter d'autres témoignages, mais pas d'être dans la comparaison, mais juste faire comme Christy, OK. Je suis pas tout seul à avoir souffert, je suis pas tout seul à avoir vécu de la merde dans ma tête. Là, il y a toutes sortes de témoignages qu'on entend qui sont extrêmement inspirants. Des fois, quelqu'un peut avoir vécu vraiment l'enfer et une enfance extrêmement difficile, ce qui n'est pas mon cas.
et puis que on se rejoigne quand même sur des affaires, sur des comportements qu'on a eus dans notre vie, là, tu sais. Puis des conséquences qui sont extrêmement similaires, même si on a eu deux cheminements, puis deux histoires complètement différentes. Tu sais, il y a beaucoup de fois, c'est parce que ça fait longtemps que je connais le mouvement, puis il y a beaucoup de fois que j'ai fait une rechute quand je faisais des meetings, parce que je me disais, c'est épouvantable, là. Je me disais, je mérite peut-être pas de rester abstinent parce que lui, ce qu'il a vécu, là, c'est bien pire que moi, là. Je vais juste résumer ça, c'est que ce qui résume les mouvements d'entraide anonyme, c'est qu'il n'y a pas de jugement là, puis on a tous le même objectif, c'est de rester abstinent, puis d'être mieux dans notre vie, puis de se sentir mieux, là, tu sais. Puis il y a un paquet d'étapes à franchir pour y arriver, là. Aujourd'hui, oui. on est le 14 novembre 2022. Mm-hmm. Ça fait combien de temps que tu es abstinent? C'est 8 mois et 14 moins 9. Ça fait 8 mois le 9 novembre. Ça va faire, je vais aller chercher ce qu'on appelle, on reçoit un jeton symbolique pour souligner certaines périodes d'abstinence. Puis c'est la première année, c'est la plus significative parce que on dit 1 an parce que c'est la première fois que quelqu'un va vivre tout plein de situations la première fois sans la béquille de consommation. Donc à froid. Ma question qui suit, oui. J'ai la réponse, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Oui. T'es-tu fier de toi? Ah, ben oui. Ben oui, c'est sûr que je suis fier d'avoir passé à travers plusieurs épreuves. Je suis surtout fier de jamais avoir lâché, de croire que c'était possible de vivre sans consommation. Puis aussi d'avoir accepté que c'est pas pour moi, là. Mais bottom line, c'est que j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin parce que l'obsession est plus là, parce que je fais ce qu'il faut avant. Avant de replonger. Ouais, mais avant, pas juste de replonger, avant même que l'idée, puis la pensée de passer à l'action arrive, là. Tu sais, j'ai des années-lumière de ça quand même, puis en même temps, je suis bien proche. Sans vivre dans l'angoisse, puis dans la peur, tu sais, de recommencer à consommer, c'est comme c'est une journée à la fois, puis c'est un événement à la fois, puis ça se fait très bien.
Puis ça fait boule de neige parce que à chaque fois que je passe à travers ces moments-là, où est-ce que j'étais habitué de consommer, puis là je consomme pas, ben là je découvre des nouvelles affaires. Là. Puis je découvre des choses qui... Un gain, là je renverse comme le problème des dépendances, c'est que là j'ai un gain à court, moyen et long terme d'être abstinent, mais surtout à court terme. Parce que là, je suis capable de vivre mes émotions, de les sentir. Puis les spectacles que je fais, c'est comme ça n'a rien à voir. Là. De toute ma carrière, j'ai jamais joué de cette façon-là. Pas nécessairement techniquement extravagant, là, puis hot, mais c'est juste que là, je sens ce que je joue. Là. J'ai de quoi à dire sur la scène. Puis en plus, avec le vécu que j'ai, puis avec les épreuves que j'ai passées, ben, ça fait c'est le fun, tu sais. Ça met en perspective les choses. Pardon. Y a-tu des gens, évidemment sans les nommer, là, que tu voudrais remercier, puis tu sais qu'ils vont se reconnaître quand tu vas parler d'eux, là, qui ont vraiment fait une grosse différence dans ta sobriété d'aujourd'hui? Oui. Mais encore. Ben, c'est sûr que ma conjointe, c'est sûr. Là, mais elle a été assez brillante pour la deuxième fois pour pas me la donner facile. Là. Okay. Parce que elle, j'y ai fait subir quelque chose. Ça, ce qui est passé, je peux pas le changer. Okay? Puis ce que j'ai fait subir à d'autres personnes aussi, je peux pas le changer. C'est fait. Puis je peux pas reculer le temps. La théorie de la relativité étant ce qu'elle est, c'est pas possible de revenir en arrière. Mais la façon dont ma conjointe a agi, ça a été... regarde, je reviendrai pas tout de suite, là. Non, je vais attendre de voir comment ça se passe, t'sais. Et il a fallu qu'on s'est ajusté parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un va arrêter de consommer, souvent, son niveau de confiance va être extrêmement haut, surtout quand... en fait, je vais utiliser le jeu. Mon niveau de confiance dans toutes les thérapies était très haute. Puis il y a des choses que je n'avais pas compris. Là, je sais que j'ai compris des choses, puis là, j'ai des résultats. À un moment donné, il y a une balance qu'il faut qu'il arrive, parce que là, ça fait 3 mois, là. Et mon comportement a changé, puis telles actions ont changé, puis là, la confiance ne revient pas. À un moment donné, il faut avoir une petite discussion, faire comme, mais là, écoute, donne-moi une chance, parce que, tu sais, là, je parle la confrontation à la réalité de quelqu'un qui arrête de consommer, qui sort de thérapie, puis qui revoit des gens qui ont subi les comportements de consommateurs. En même temps, les gens il faut comprendre les gens à qui j'ai fait subir mon problème de consommation. Puis à un moment donné, ça prend juste un petit peu de corde. Pas trop, par exemple. T'sais. J'ai besoin qu'elle me donne un peu de corde à certains moments. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, écoute, regarde, peux-tu me donner juste un peu de corde? Puis on va voir où ce que ça va aller. Là, t'sais. Mais on a eu une très bonne communication, puis là, ça va super bien. Mais la confiance est revenue, tu sais. Puis la confiance revient pas en manipulant quelqu'un ou en y faisant croire des choses. La confiance revient avec les actions, puis c'est long, puis ça prend du temps. Mais ça revient si c'est fait de la bonne façon. Puis s'il y a un inventaire rigoureux, puis une rigoureuse honnêteté envers soi-même, puis de l'altruisme par rapport à comment est-ce que l'autre personne peut se sentir. Il y a des fois que c'est possible de réparer des choses, puis il y a des fois que tu peux pas réparer des comportements que tu as faits. Et là, pour éviter de retomber encore, ou est-ce que je veux absolument réparer ce que j'ai fait, mais je peux pas. Parce que là, j'ai été trop loin. Parce que le comportement que j'ai eu envers cette personne-là, ça va trop loin. L'important d'abord, c'est de rester abstinent. Là, j'ai un exemple en tête, puis je m'excuse de le nommer, mais je vais le nommer quand même. Il y a un humoriste qui a eu des comportements qui étaient très, très, très inacceptables dans notre société. Et qu'il a fait un cheminement, puis il a été 2 ans abstinent, et qu'il a voulu aider d'autres personnes. C'est très, très complexe pour quelqu'un
de dire « je vais aider les autres » alors qu'il y a un vote de non-confiance qui a été fait, étant donné que sa vie au complet a été étalée en détail sur les comportements qu'il y a eu avec certaines personnes. En fait, je ne le nommerai pas, mais c'est bon. C'est très, très, très tough parce que dans ce cas-là, tout le monde sait ce qui s'est passé, puis c'est sorti dans les journaux, puis des réseaux sociaux, puis là, ça a été étalé au grand jour. Dans un groupe anonyme, ça reste, toutes les personnes qui vont témoigner, ça reste anonyme, puis il n'y a personne qui va parler puis en détail de ce que ces gens-là ont fait, là. Le groupe d'entraide anonyme est fait pour ça. C'est que, regarde, tu vas te vider le cœur, puis tu peux être certain qu'il n'y a personne qui va en parler, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est possible de dire, je pardonnerai pas ce que tu as fait, c'est impardonnable, puis j'endosserai jamais ce que tu as fait. C'est possible de faire ça, puis en même temps de dire, mais je vais te juger pour ce que tu es aujourd'hui, par exemple. Puis on va voir. Tu sais, je vais te donner juste un petit peu de corde. Parce que cet humoriste-là, ce qu'il a voulu faire, c'est essayer d'aider d'autres personnes. Et là, il a été confronté au fait qu'il y a un vote de non-confiance, puis là, il peut pas le faire. Là, tu sais. Il peut pas avoir cette position-là. Tu sais. Là, je vais dire quelque chose de... Ouais, je vais le dire. Je suis pas mieux que lui, là. La seule différence, c'est qu'il y a eu un comportement qui était... qui est jugé comme étant plus inacceptable. Mais à la base, le problème de consommation de base, je suis pas mieux que lui, là. J'ai perdu les pédales aussi, là, tu sais. Moi, c'est à moi que je me suis fait mal, puis je me suis isolé des autres en le faisant, en les mettant dans une situation anxiogène, épouvantable, parce qu'ils pensaient que j'étais mort, là, tu sais. Mais le problème, puis le comportement de base, le problème de consommation de base est le même. Quand je rentre, quand cette personne-là va dans des salles de meeting, puis j'espère qu'il continue à y aller, il est capable de parler ouvertement de où est-ce qu'il est, puis quand il partage, il dit, garde, j'ai fait ça, puis c'est épouvantable, puis raconter un peu comment est-ce qu'il a vécu ça, tu sais. C'est ça. C'est pas évident de se rétablir si ta vie personnelle est exposée. Tu sais. Mais en terminant, Vincent, avant de se rétablir, faut avoir le goût justement de se rétablir. C'est quoi tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui nous regarde présentement et que ça y allume une cloche puis dire faudrait que je fasse au moins un premier pas? Ah, ben, en fait, prends un risque. Prends un risque. T'as rien à perdre d'essayer d'aller chercher de l'aide. Parce qu'il peut y avoir un vote de non-confiance par rapport à un établissement qui essaie d'aider des gens qui essaient de sortir de la toxicomanie. Puis il y a des gens qui sont tellement compétents juste pour t'orienter à quelque part. Il n'y a pas de garantie que ça va fonctionner, puis il n'y a pas de pilule magique qui va t'enlever l'envie de consommer. C'est du travail, puis c'est une connaissance de soi qui fait qu'à un moment donné, c'est toi qui es le professionnel de toi-même. Je peux pas le dire mieux que ça. L'intervenant, puis la personne en thérapie qui va s'occuper de ton dossier est là juste pour que tu avances de même, puis il va juste te pousser un petit peu comme ça pour t'orienter, puis te faire voir des choses. Mais au final, prends le risque d'essayer de voir quelque chose que peut-être tu veux pas vouloir voir. C'est pas un pléonasme, là. Parce que en étant dans le problème, des fois tu veux t'en sortir, mais tu veux pas vouloir voir les choses qui font mal, puis qui graffignes, tu sais. Un petit hint pour... j'aime pas beaucoup la polarisation sur les réseaux sociaux. Je vais juste finir avec les haters, les trolls et tout ça. Quand
commence à écrire quelque chose sur les réseaux sociaux, quelque chose qui est vraiment méchant, c'est qu'il a besoin de déverser sa charge émotive. Il a besoin de se débarrasser d'une charge émotive. Il y a un exercice thérapeutique qui consiste à écrire une lettre à quelqu'un sans jamais y envoyer. Le gros problème aujourd'hui, c'est que si tu fais ça sur les réseaux sociaux, tout va bien. Quand tu écris ça va, tu te débarrasses de ta charge émotive. Le seul problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens font Enter. Essayez ça. Écrivez quelque chose, puis là, je fais du pouce sur Défécateur qui en a parlé. Là. C'est un gars qui a une chaîne YouTube. Écris, défoule-toi, fais juste pas Enter. Parce que quand tu fais Enter, ta charge émotive, tu la déverses sur quelqu'un d'autre qui va la recevoir, qui va te répondre en faisant Enter aussi. Et ça n'a plus de fin, c'est exactement. Fait que la pensée du jour, c'est arrêter de faire Enter. Bon, des fois, à un moment donné, tu peux avoir une opinion, OK? Puis quelqu'un qui va dire « Ah, j'ai la même opinion que toi, là, tu sais. » Puis là, ça fait do dièse de ta boucle la mienne. Sauf que si quelqu'un met ton opinion en perspective, puis tu t'ouvres un peu, puis tu parles à d'autres personnes qui ont d'autres opinions, des fois, tu peux avoir une autre perspective. Tu peux essayer de convaincre la personne de changer d'opinion, tu sais. Il y a plusieurs façons possibles, puis des fois, tu peux prendre une chance de faire « Ouais, je vais essayer un autre... » Oh, je vais découvrir d'autres choses, puis ça t'amène d'autres visions de la vie. Par contre, si, mettons, il y a deux personnes qui ont une opinion différente, OK? Et tu prends pas assez de recul, tu sais. Tu trouves avoir ce qu'on appelle un cluster, OK? Mais en prenant assez de recul, tu vas réaliser peut-être que les deux peuvent avoir raison. Comme ça, là. Les deux ont une opinion différente, mais avec du recul, ça sonne mieux. C'est tout. Vincent? Oui! Ah, bouge pas. Ok, ils vont me faire un massage thaïlandais avec... avec de l'huile pis tout. Vincent, oui. Merci beaucoup pour ton témoignage. Ben, merci à toi. Puis, on va aller fêter ça. On s'en va prendre une bière aux danseuses. Câlisse. Viens-t'en, Vincent. Bye tout le monde. Merci.